Bienvenue à tous, vous êtes dans Ça déraille, alors qu'Anthony Nicolas est déjà en train de parler au moment de l'introduction, pas n'importe quel Ça déraille, hein, vous avez compris, terminer le bitume, l'enrobé ou l'asphalte, cette fois-ci on va dans les bois, on se plonge dans la boue et on tombe sur des obstacles, vous avez compris, Ça déraille se met en mode cyclocross, et pour votre plus grand plaisir, on réunit la crème de la crème, les trois fantastiques, et ben, on l'a déjà entendu, donc on va le présenter en premier. Anthony Nicolas, comment vas-tu ? Ça va très bien, monsieur. Bonsoir. Oui. Et bonsoir à tous. T'as déjà oublié qu'il fallait pas parler pendant l'intro, c'est ça ? Oh, je crois que c'est moi. Oh là là, on n'est pas aidé. On n'est pas aidé, ok. Alors, Gilou est là, évidemment, on l'a entendu. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur Twitch, évidemment. Moi, ça va très très bien. J'espère que des trois fantastiques, pardon, je ne suis pas Pitcock. ça, c'est à la fin, c'est le quiz qui dira. Monsieur Sakian. Oui, c'est le quiz qui est là, bien sûr, Jérémy Sakian. Salut à tous. Le troisième fantastique. On ne sait pas dans quel ordre, hein, encore une fois. Non, mais je pense que personne ne veut de Mathieu, donc moi, je peux me contenter de ce rôle-là. Mais ouais, on sait ce que tu vas dire aujourd'hui. Ça m'énerve déjà. C'est vrai que t'es en sous-nombre, on va dire, aujourd'hui. Et puis alors, Anthony était dans une forme ce week-end, je peux te dire qu'il m'a terrassé. Ah oui. Ah ouais. Il m'a régalé. Ah, bon, chacun son avis en tout cas. Mais c'est bien, il y a déjà des avis différents qui débutent maintenant. Donc on va parler de cyclocross avant les mondiaux de ce week-end. On aura normalement le sélectionneur de l'équipe de France, François Trarieux. Vous avez vu, j'ai pas écorché son nom, c'est beau, j'ai fait des progrès. Tout à l'heure vers 21h, donc dans une demi-heure pour ceux qui écoutent le podcast un peu plus tard. Et puis, eh bien voilà, on va parler de la course homme, on va parler des femmes, on va parler du relais. On va essayer de tout faire en moins de temps possible. Ça va être dur. Et on a un quiz aujourd'hui. Bien sûr, il y a toujours un quiz. Évidemment. Je vais demander d'ailleurs dans le Discord les personnes qui veulent aussi participer au quiz parce que c'est toujours intéressant. Sauf Cactus, hein, évidemment. Hugo, lui, il est banni, hein, parce que un quiz, donc vous découvrirez le mais thème. c'est un quiz cyclocross, on est d'accord. Vous découvrirez le thème tout à l'heure. Oui, voilà. Vous avez entendu. Ça peut, mais ça peut ne pas être. Il est capable de nous faire un quiz sur les joueurs de l'Olympique Lyonnais de 1942. Faut pas abuser non plus. On commence peut-être parce que sinon. Oui, c'est parti pour le départ de ce cyclocross. J'ai déjà plus les clés. Hein. Moi, je fais plus rien. Je vous laisse les clés de la bagnole et c'est parti. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Alors, avant de commencer les débats sur la course homme, on va commencer par ça. Anthony Nicolas, petite question. Alors, on dit plutôt bitume, asphalte, enrobé ou goudron parce que, alors là, sur Twitter, c'est le débat. Hein. Moi, je n'y comprends plus rien, mais ça a fait beaucoup parler. Moi, je dirais asphalte. Ah, très bien. Parce que, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a mis un petit tweet où j'ai dit de passer du goudron au chemin. Et on ne dit plus goudron depuis un certain nombre d'années. Donc, voilà, au moins, on a les précisions. Nos abonnés... Et tout de suite, le président de la DDE Île-de-France en duplex. Nos abonnés sont présents et sont pointilleux, surtout. Et ça fait plaisir à monsieur Sakian. C'est le plus important. Bon, alors, première question, Jérémy. Les deux favoris de cette course homme, donc de ce week-end au Go Ride. Les deux favoris. On commence par les hommes direct. On commence. Ah oui, on met les pieds dans le plat tout de suite. Les deux favoris sont Wout et Mathieu, et ce sont plus que les deux favoris. C'est du 50-50. Je serais presque tenté de te dire, oui, c'est un jour de grand championnat, il peut tout se passer, mais la victoire ne peut pas leur échapper au vu de ce qu'on a vu cette saison. Alors, pour les chiffres de ce début de saison, avant ces mondiaux, alors on est à combien ? Qui gagne au point alors entre Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert ? Pour l'instant, c'est nous, on a une idée. Attendez, réponds, Jérémy. Je vous mute si vous continuez comme ça. On va être très factuel. Il y a eu 10 affrontements cette saison entre Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. 6 victoires pour Wout, 4 victoires pour Mathieu Van Der Poel. Oui. J'ajouterais un autre élément important, c'est que Wout, sur ses 13 cyclocross, en a gagné 9, n'a été battu que 4 fois et uniquement par Mathieu Van Der Poel, alors que Van Der Poel, lui, a connu quelques petites sorties de piste. 8e à Val d'Issolé, 13e à Boom sur le parcours de Tomorrowland où là il tombe dans le premier tour, et puis il a été battu aussi par Pitcock à Diegem, donc plus de régularité du côté de Wout van Aert. Et puis il y a eu les petits pépins de dos évidemment. Bon, on a les chiffres, maintenant on va donner la parole aux deux fous furieux là. Alors Anthony, avantage Wout van Aert d'après les chiffres, est-ce que sur le papier c'est bien lui le grand favori ou c'est du 50-50 ? Moi je l'ai dit ce week-end, pour moi c'est 51-49. 51-49, mais pour qui ? Tu dis pas la personne. À ton avis. Non, mais les gens sont pas censés savoir quelle est ta préférence. Mais pour moi, c'est vrai en étant honnête, on se rapproche du 50-50 parce que au vu du tracé, alors le tracé, on va en revenir tout à l'heure, qui fait un peu polémique, peut-être pour certains. Au vu du tracé,
on pourrait dire que le circuit avantage un petit peu Mathieu. Au vu de la forme, moi, je reste sur mes idées. Maintenant, voilà, on verra. C'est pour ça que je ne veux pas dire 50-50 parce que je veux embêter aussi Jérémy Sarakian. Donc je dirais 51-49. Alors, Gilou, on va te donner la parole. On va essayer de faire fi pour l'instant du parcours parce qu'on va en parler un peu plus en longueur parce qu'il y a des petites choses à dire notamment dessus. Gilou, alors c'est combien toi t'es plus que 51-49 c'est échangé c'est quoi ton chiffre du jour? C'était pas un 50-50 jusqu'il y a peu. C'était plutôt même je vais peut-être être dur, mais c'était plutôt un 65-35, voire un 75-25, mais parce que Mathieu Van Der Poel avait mal au dos. Et on l'a vu, et quand Mathieu Van Der Poel a mal au dos, bien évidemment, c'est avantage Wout. Là, si Mathieu n'a pas mal au dos, il y a aussi un élément qui est à prendre en compte, c'est qu'il fait 8 degrés. Normalement, il ne va pas y avoir énormément de pluie du côté... 8 degrés et pas énormément de pluie du côté d'Ogereit, alors qu'on sait bien que la pluie et la boue est un gros avantage de Wout. Donc, vu ces choses, Mathieu qui n'a l'air pas avoir mal au dos, le parcours qui est plutôt Mathieu, la météo qui est plutôt Mathieu, 50-50 et même pas 51-49. Pour moi, c'est vraiment pur 50-50 et ça l'est devenu ces 2 dernières semaines. Le dos, c'est problématique. En tout cas, ça a été un problème pour Mathieu Van Der Poel sur les dernières semaines. Est-ce qu'il est rétabli, Jérémy? Toi, même, je sais que tu n'es pas dans Inside, mais en le voyant sur le vélo ces derniers jours. Il a l'air. À Besançon notamment. Oui, à Besançon, mais déjà la semaine d'avant à Benidorm. Alors Besançon, ce week-end-là, c'est ce qui vient de se passer, c'est difficile de l'analyser parce que Wout et Mathieu ont couru chacun de leur côté. Wout était à Hameux et Van Der Poel, lui, a préféré fait un peu exprès, faire la Coupe du Monde. Mais je suis même pas sûr. Mais bon, on peut pas en tirer vraiment de leçon. Par contre, Mathieu a écrasé la course, Wout a écrasé la course aussi. Et c'est vrai, ce que dit Gilou, il y a 2 semaines de ça, c'était un 75-25 parce que l'enchaînement Coxide-Zonovan, il te fait penser qu'il n'y a plus match. Et puis finalement, Mathieu est reparti avec Alpecin faire ce stage sur la route en Espagne. Il revient à Benidorm, il gagne. Bon, il gagne parce qu'il est mieux placé, parce qu'il prend plus de risques. C'était du 50-50 à Benidorm, mais c'était un parcours qui était quand même propice aux routiers, où il était difficile de faire de véritables écarts. Donc on ne peut pas en tirer non plus énormément de leçons. Mais en tout cas, au niveau du dos, si c'est vraiment ça la question, pour moi, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Anthony, Gilou, si quelqu'un veut prendre la parole pour dire autre chose qu'il n'y a plus de problème. Gilou, on t'a entendu, Anthony, plutôt. Mais Anthony, il a jamais cru. Anthony, il croit que c'est du pipeau. Ah oui. Moi, non. Il est mal au dos, et puis quand ça va pas, et quand ça va bien, il n'y a plus mal au dos. Voilà. Dis ce que tu penses. Écoute, dis ce que tu penses. Dis ce que je pense. Ce que je pense, c'est que je sais pas, c'est que j'aime pas trop qu'on se... Mais tais-toi alors, si tu ne sais rien, merde. Il a été battu pour moi à la régulière. Du côté de Gaverret, il avait pas mal au dos. Quand on voyait monter, il avait pas mal au dos. Tirer dans le bourbier, tirer du braquet avec les reins, il avait pas mal au dos. Et puis ensuite, quand il a pris, la suite on la connaît. Et bien le dos, soi-disant, revenait. Et puis il est parti en Espagne, effectivement, 1 semaine, 15 jours, et il revient. Et à Benidorm, déjà, il a plus mal au dos. Alors que quand on a Benidorm, on a vu la peignée qui s'est mise avec Van Aert. Quand t'as mal au dos, là, il avait pas mal au dos à Benidorm. Alors, comme a dit Jérémy hier, on a plus de mal à se rendre compte parce qu'il est tout seul. Il met une sacoche et après il plie la course. Mais voilà, moi j'ai un petit peu de mal. On peut tout simplement dire qu'on est moins bien. Sans trouver entre guillemets peut-être, alors je vais peut-être être dur, une excuse, mais moi je trouve que le mal de dos a vite disparu. Alors Tsu Kami Off sur le chat de Twitch dit Mathieu a quand même mis des bonnes sacoches les 2 derniers week-ends, donc je pense que le dos va bien. Voilà, je suis d'accord. Il a un petit peu résumé la façon de penser notamment de Jérémy. Bon, maintenant on va parler du parcours. Un parcours assez atypique parce qu'il a été tracé par Monsieur le père 2, j'ai l'impression, Jérémy, c'est ça? Oui, c'est Adrie Van Der Poel qui a tracé le parcours. Ogereit, c'est traditionnellement une manche de la Coupe du Monde. Le Grand Prix Adrie Van Der Poel. Donc on en a parlé déjà hier lors de la diffusion sur Eurosport avec Anthony. Et Anthony n'est pas choqué, donc je pense qu'il va pouvoir t'expliquer pourquoi il n'est pas choqué. C'est vrai que je trouve ça dommage que pour un mondial, il y a un avantage pour l'un par rapport à l'autre parce que le parcours a été dessiné par un membre de la famille. On peut trouver ça curieux, mais ce que disait Anthony hier, et je pense qu'il va te l'expliciter de nouveau, c'est qu'il aurait fallu s'en inquiéter en amont, au moment de l'attribution du championnat du monde à Ogereit. Et alors, comment il est... Attends, avant de te donner la parole, Anthony, comment il peut avantager plus l'un que l'autre? Comment il est ce tracé à Ogereit? Vas-y, justement, il y a Anthony, une toute petite différence qui est sortie aujourd'hui, et je crois que Gilou là, non, c'est toi, Jérôme, tout à l'heure qui l'a envoyé sur en interne. Le positionnement des planches,
a été posé à un endroit. D'ailleurs, je me demande si l'année dernière il y avait des planches à Hoggeride. Je crois pas. Non, sur la reconnaissance que j'ai vue de Ellie, il n'y avait pas de planche. Et donc là, on a posé des planches à un endroit où effectivement il faut être capable de sauter très vite. Et on sait qu'à ce petit jeu-là, Mathieu c'est les sauter plus vite que Wout. Moi, jusqu'à hier, et je l'ai dit lors de la retransmission de Besançon, j'étais contre ce truc-là, contre cette espèce de polémique, comme tu l'as dit, Jérém. Si on n'était pas content, enfin si on n'était pas, c'est un peu comme le Qatar avec la Coupe du Monde. Si on voulait pas que ça se passe là-bas, fallait pas l'attribuer. Donc là, on savait très bien que c'était Adrien Van Der Poel qui allait tracer plus ou moins le circuit. Alors soit on l'attribuait, on le disait, tu sors de l'organisation et le tracé est le même, on change rien, patati patata, mais c'est pas là à 10 jours qu'on lance des espèces de polémiques sur les réseaux. C'est ça jusqu'à hier. Juste, par contre, aujourd'hui, avant, il faut préciser que c'est sorti dans la presse belge avant cette histoire de planche, parce qu'il avait été question de retarder l'officialisation du tracé, parce que le tracé était susceptible d'évoluer un petit peu à la marge. Le gros du tracé, on le connaît, mais surtout, il se disait que Adrien Van Der Poel voulait réduire au maximum les portions pédestres, qui est un gros point fort de Wout. Oh, tiens donc! Oh, bizarre! Pourquoi tu t'offusques, Gilou? S'il te plaît. Non, mais je veux dire, on sait très bien pourquoi il veut retirer les parties pédestres, parce qu'on l'a vu surtout du côté de. C'était à Baume, je crois. Non, c'est pas à Baume, c'était. Je sais plus, bref. À Gavert, à Moll, un peu partout. Hein, à Moll, où on était l'année passée. À Moll, on sait que les parties pédestres, c'est à l'avantage de Wout, donc il les retire. Moi, là où je suis pas choqué, c'est que. On le fait toujours. On a eu des podcasts où on a dit le Tour de France est dessiné par les Français. C'est normal. Là, mais le Tour de France, il n'est pas dessiné par le père de Thibaut Pinot et de David Gaudu. Non, mais par contre, par exemple, en ski alpin, les descentes sont dessinées par les entraîneurs des coureurs qui s'entraînent là. Donc moi, ça ne m'étonne pas. C'est logique que Hoggeride veut le faire gagner Mathieu. C'est complètement logique. Et moi, ça ne me choque absolument pas. Ça, on le sait. Et à Ostende, ils ont essayé de faire gagner Wout aussi. Malheureusement, Wout crève dans le premier tour. Mais moi, ça me semble logique. Personnellement, c'est pas du tout un truc qui me choque et je le comprends. Alors, on va enchaîner. Donc, on a parlé du parcours. Ça y est, ça s'est fait. On va se demander aussi si. On n'a quand même pas dit pourquoi le parcours est avantagé à Mathieu. Ah bah on a parlé des parties pédestres, on a parlé des obstacles, on a parlé pas mal de choses déjà, Gilou. On a déjà fait. Je veux dire, c'est que pour ceux qui sont pas forcément des grands adeptes et qui sont plus là pour le vélo plutôt que sur le cyclocross, Wout c'est quand même plutôt les parties boueuses, les terrains très très gras, très très durs et où il peut développer toute sa puissance, parce qu'on pense plutôt que Wout est plus puissant que Mathieu. Mathieu c'est plutôt les parties techniques, c'est les parcours plutôt roulants, plutôt typés route. Rapide. Et ici on sera sur un parcours rapide où les parties technique pourrait plutôt être à l'avantage de Mathieu. La ligne droite n'est pas forcément très très longue. Une ligne droite longue est plutôt à l'avantage de Wout. Donc, pour toutes ces choses-là, et les planches, on l'a dit, qui sont situées plus pro Mathieu. Donc voilà pourquoi le parcours est plutôt pro Mathieu. Sur la ligne droite, moi je suis pas d'accord avec toi et je sais qu'Anto ne l'est pas non plus. Je pense que, alors déjà c'est en légère ascension la ligne droite du sprint et on s'est fait la réflexion. Elle est en léger montée. Ouais, on s'est fait la réflexion en faux plat montant. Ça monte quand même pas mal et on s'est fait la réflexion avec Anto hier ou avant-hier en off et on s'est dit si jamais ça arrive au sprint, ce qui est quand même une hypothèse largement possible, ce sera quand même compliqué pour Mathieu d'empêcher Wout de lancer du bas et de passer dans les derniers mètres. Autre chose par rapport au parcours, on a dit tout l'hiver, ce parcours il avantage plutôt Wout, ce parcours il avantage plutôt Mathieu. Et quasiment à chaque fois c'est l'inverse qui s'est produit. Oui. À Zolder, Mathieu était intouchable, c'est Wout qui a gagné. On s'était dit l'inverse. À Diegem surtout. À Gavert. À Diegem, Mathieu devait gagner, il a perdu. À Lunaout, il était invaincu. Enfin tu vois, il y a plein de moments dans la saison où on se dit c'est pour l'un et finalement c'est l'autre qui a gagné. Donc le parcours. Donc ça me va plutôt pas mal alors. Le parcours, sincèrement, oui, toi ça te va, mais sincèrement, je pense que sur le papier, il avantage personne et que ce sera le plus fort qui gagnera. Mais en cas de sprint, moi je suis persuadé que cette dernière ligne droite, c'est plus Wout que Mathieu. Bon, on a compris, donc Wout van Aert face à Mathieu Van Der Poel. Mais qui d'autre, Jérémy? Est-ce qu'on peut avoir le nom des outsiders et quelles sont leurs chances? Ne serait-ce que savoir qui va être sur le podium, pourquoi pas avec les deux. Quelles sont leurs chances s'il ne se passe rien devant en termes de crevaison, de chute ou de problèmes mécaniques? C'est zéro. Vraiment, c'est zéro. On va pas vendre un faux suspense, c'est impossible de battre les deux monstres. Maintenant, il y a une troisième place à jouer. Je serais tenté de te dire, il peut même y avoir une deuxième, parce que c'est pas exclu dans un scénario un petit peu à la Zonhoven où Wout assassine très vite Mathieu, que Mathieu lâche complet, parce que tu finisses 2, 5 ou 12, ça change rien. C'est un championnat du monde, il faut gagner.
Donc dans l'autre cas, c'est moins le cas. Dans l'autre cas, c'est moins sûr. Mais si Mathieu est décroché vite, ça peut. Les outsiders, on les connaît. Lorenz Weck, le vainqueur de la Coupe du Monde. Michael Van Torenhout, le numéro 1 mondial, champion d'Europe, champion de Belgique. C'est ce qu'on dit dans le chat. On parle de lui comme outsider, en Bien tout cas. sûr. Elie Iserbyt. Et puis, je serais tenté de te rajouter aussi le 5e des derniers mondiaux qui vient de prendre une très belle 4e place à Besançon. Un petit côté cocorico, c'est Clément Venturini. Alors, et Lars van der Haar, un parcours qui lui convient aussi. Qui lui convient, ouais, tout à fait. Et en plus, c'est Fondacro. On attend de parler on a le temps de parler des Français d'abord. Donc sur ces outsiders, Gilou, Anthony, on a fait la liste jusque-là. Pour vous, qui sera le 3e homme de ce week-end? Parce qu'il en faut bien un. On en a oublié un quand même, Lars van der Haar. Non, je l'ai rajouté à toute fin. Ok, pour moi, au vu du parcours et surtout de la météo, parce que c'est quelque chose qui va être vraiment être pris en compte, ce sera Elie Iserbyt, parce que parcours roulant, parcours rapide, plutôt les autres sont quand même des gars puissants qui aiment la boue, qui aiment le froid. Donc pour moi, si je dois en sortir un, ce serait Elie. Anthony, à votre avis? Sweck. Lorenz Sweck. Alors c'est vrai que c'est ton... fini. C'est ta voiture qui a cette étiquette? Non, c'est du bluff. Ah ouais, je me suis dit, t'as été jusqu'au bout. C'était à Namur, ça, non, que t'avais pris en photo la voiture du voisin? C'était à Zolder. À Zolder, pardon. Non, Lorenz Sweck pour moi. Pourquoi? Ouais, parce qu'on veut un petit peu d'arguments. Pourquoi? Parce que je le sens bien libéré cette année, vainqueur de la Coupe du Monde. On l'a vu du côté de Besançon, pas énorme, mais mettre 2-3 belles sacoches quand même. Et puis il a dit en début de course qu'il avait eu du mal à remonter dans le trafic. Donc les jambes sont là. Non, moi je sens un Lorenz Sweck, pourquoi pas, qui pourrait aussi jouer le jeu un petit peu entre guillemets contre les, même si là ils vont être sous le même maillot, contre les deux Powells, on sait qu'il y a quand même. on sait bien ce qu'il va se passer. Donc voilà, est-ce que va y avoir course dans la course derrière? Moi je verrais bien Lorenz Sweck. Un homme de championnat. Un homme de championnat en plus. Ouais, enfin cette année, l'homme de championnat, c'est plutôt Van Torenhout. Ouais, c'est vrai, qui a fait de. En tout cas, si on compte les places, si on compte les places, c'est lui qui est devant. On va pas relancer quoi, Anthony? Non, mais Namur, c'était jamais de la vie pour Sweck. Oui, évidemment. Déjà, c'était tu pouvais signer avant le départ avec l'averse. Et au championnat de Belgique, il y a cette espèce de petit embroglio là au niveau du poste. Donc voilà. Non, mais tu peux pas sortir Van Torenhout du jeu pour ce week-end-là. Ah non, je ne le sors pas du jeu. Pour moi, Van Torenhout, c'est un coureur de championnat, mais pour moi, il y a pas assez de boue. Il y aura pas de boue. Il y aura pas de boue à Hoggeride. Pour moi, c'est pas assez boueux. Peut-être que je me trompe après, mais. Alors dans le chat, on donne Iserbyt, bien sûr, dans du coup les outsiders, 2 fois Elie d'ailleurs, on a Venturini bien sûr, Venturini qui monte en puissance, je le vois bien 3e, dit Tsukami. Alors pour les Français, en tout cas les Français, alors, est-ce que c'est lui le 3e, je me fais la boule à 0. Oh là, t'as enregistré ça? Oui, bien sûr, c'est toujours enregistré, mais c'est vrai qu'il y a quand même très peu de chance. Je pense que pour les pronostics, c'est assez compliqué, mais bon. Sauf que ce week-end, il a joué avec Iserbyt et avec Lorenz Sweck sur une Coupe du Monde. Donc, ok, il y a peu de chance, mais l'an passé, il n'avait pas fait une très très grande saison non plus, et il te fait top 5 à Fayetteville. Donc attention à tes cheveux quand même, Gilou. Il y a que lui chez les Français? Il y a que lui pour une place dans le top 5 ou sur le podium. Oui, alors après ils seront 3. Il y a Joshua Dubo et Fabien Doubet. 3, c'est ça, je dis pas de bêtises. Fabien Doubet attention, un petit peu Venturini. Attention à Doubet, on l'a pas vu ce week-end parce qu'il était gêné par la chute, mais rappelle-toi des temps autour, Jérém. Il était dans les temps autour du groupe de tête. Donc pour moi, je pense que Fabien Doubet, ça va très bien. D'ailleurs, il a tenu la dragée haute à Clément lors du championnat de France. Les temps autour de ce week-end étaient très bons à Besançon. Ils étaient bons. Il va partir loin à Hoggeride, comme on a dit, mais Hoggeride, ils vont partir en bas du faux plat. Il y a de la place pour remonter. Si en haut, il a basculé, on va dire top 15, pour moi, il est dans le jeu. Alors, il faudra compter avec lui. Si je peux juste ajouter un petit truc, je sais pas, parce qu'après, à mon avis, on va passer à d'autres choses. Ce qui est important aussi, ça va être la tactique que va mettre en place Mathieu, et ça va être ça, je pense, la clé de la course. Parce que Wout, on sait c'est plutôt un diesel, c'est après 30 minutes qu'il devient vraiment très fort, et il est souvent même lâché
Mathieu, mais il s'arrache, il revient, il est plus fort à la fin. Quelle tactique va avoir Mathieu? On l'a vu qu'il a voulu, dans certains crosses, attaquer très très fort pour repartir seul et Wout revenait. Il a décidé après, il a dit en conférence de presse, je vais plutôt y aller molto piano, rester dans la roue de Wout et essayer de tenir bon et ensuite de lâcher plus tard. Donc je pense que la clé va être surtout dans la tactique de Mathieu et de voir ce qu'il va décider de faire chez lui devant ses supporters. Et dernière chose, il va y avoir aussi une animosité envers des supporters hollandais envers Wout, parce que ce qu'ils ont fait notamment à 10 games avec Mathieu, ils l'ont toujours en travers de la gorge, j'en suis certain, et ça va être pris en compte. Avant de passer à autre chose, parce qu'il faut enchaîner, parce qu'on reçoit un invité tout à l'heure, on va essayer d'être à l'heure, sur les absents, sur l'absent, est-ce que Pidcock va manquer, Jérémy? Pidcock va forcément manquer parce que c'est le champion sortant. Il aurait pu semer la zizanie dans ce duel tant attendu. Écoute, il va changer, stratégiquement, il va changer beaucoup de choses. Parce que Pidcock a toujours été le 3e homme sur les courses de Noël où il y avait vraiment la baston. Rappelle-toi, 10 games, Pidcock est 2e. Il est là dans le sprint à Lunaout. Le Grand Prix Sven Nys, le premier de l'an, il est tout seul, mais il doit gagner s'il fait pas le couillon. Et puis c'est le champion en titre. Mais ce que ça va changer, c'est que Mathieu et Wout vont être libérés d'un poids. Parce que à Lunaout, à 10 games, ils ne se sont pas vraiment préoccupés de Pidcock. Ils l'ont laissé revenir. Alors, ils se mettaient des peignets tous les deux, et à chaque fois, Pidcock profitait d'un moment où il se regardait de temporisation pour rentrer. Mais ça, au championnat du monde, tu ne peux pas te le permettre. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient en préparation et parce que toute leur saison est focalisée sur l'objectif Haugeride. Mais le jour du championnat du monde, tu laisses rentrer Pidcock 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu prends un risque. Et là, ils n'auront pas à se préoccuper de ça. Et quand Gilou parle de stratégie de Mathieu, je vais te rajouter la stratégie conjointe et commune avec Wout. Parce que pour moi, ils ont tout intérêt à établir un scénario un petit peu à la Zolder, à partir très vite tous les deux, à s'entendre, à rouler et à essayer de creuser sur les autres pour s'éviter des pépins mécaniques, pour s'éviter des chutes, pour s'éviter des moments où ils vont se regarder et pour tout de suite casser les ambitions des autres. Parce que si tu les laisses croire, c'est un jour de championnat et tu sais jamais ce qui peut se passer. Je pense qu'ils vont essayer de prendre tout de suite la marge, 30 secondes, 1 minute, et puis après s'expliquer dans les 3-4 derniers tours. Et là, effectivement, est-ce que Mathieu sera plus attentiste que par le passé? Je pense qu'il en a intérêt, mais ce sera dans un deuxième temps. Allez, parole pour finir à Anthony, pour clôturer donc cette première partie. Je suis en train de m'étouffer. Ouais, un petit coup. Anthony, alors, pour terminer sur tous les propos qui ont été dits, pour rebondir notamment sur les propos de Jérémy, avant de passer à autre chose. Non, par rapport à Pidcock? Oui, Pidcock, ou même la façon, la stratégie, etc., de tout ce qu'il a. La stratégie, on va voir. Hein. Faut pas oublier une chose aussi, c'est que bon, même s'il y a Nevenhuis cette année qui arrive pour les Pays-Bas, généralement Mathieu se retrouve assez seul face à l'armada belge. Faudra voir aussi. Alors on dit ça tous les ans, puis après on se rend compte que finalement il n'y a pas de course d'équipe parce que voilà. Mais voilà, là, est-ce que les Belges, avec Nevenhuis en face, avec Van der Haar et Van der Poel, ils vont avoir Cornet Van Kessel, je crois qu'il doit être aussi dans l'équipe. Mais ça n'aura pas d'impact, Anto, tu le sais très bien. Mais est-ce que on va pas tenter quelque chose du côté de la Belgique? Voilà. Mais Van Aert, il faut pas savoir que les Belges, de toute façon, pas forcément. Van Aert, il va gagner. Van Aert, il va pas laisser 20 secondes avant de tourner out. Non, il va pas laisser, bien évidemment. Mais est-ce que ils vont se détacher dès le début de course et essayer de se détacher tous les deux? Moi, j'en suis convaincu. Bon. Moi, un peu moins. Bon, voilà. Demande à Gilou ce qu'il pense. Non, on va pas non plus. Juste, il dit oui ou non. Oui ou non, est-ce que tu es d'accord? Je pense que Wout va être assez attentiste. Okay. Et qu'il va se retrouver souvent au premier tour 5, 6e et qu'il va monter en puissance et qu'on risque pas de voir une attaque de Wout avant la mi-course. Le chat en tout cas dit plutôt que Mathieu sera dans l'attente et comme il l'a fait à Besançon. Voilà, pour les avis qui divergent partout un petit peu. J'y crois pas une seconde, mais on verra. Voilà. La course il faudra juste prendre en compte qu'il y a 2 ans, quand ils étaient là tous les deux, Wout a eu un problème mécanique. Et on sait que, notamment, Antoine parlera mieux que moi, il y a eu aussi de ces changements de vitesse au niveau de Wout. Donc, faire attention à la mécanique dans un cyclocross, c'est très important. Bon, allez, on va passer à la route parce qu'on veut faire une petite partie route parce qu'il s'est passé des choses ces dernières semaines. Je sais que vous adorez le cyclocross, ça revient, ne vous inquiétez pas. Ça fait 5 minutes de route et puis après, on revient sur le cyclocross, bien sûr. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Vous l'avez compris, on fait ça dans j'attaque pas avec donc la première phrase du jour dans le Saudi Tour. Groenewegen a gagné devant la DDE, Anthony, c'est ça?
Non mais vous connaissez mon point de vue de toute façon sur ces courses. Non mais parce qu'il y avait pas beaucoup de monde. Tu as râlé en antenne. Personne. Il y avait personne. En termes de public, pas en termes de coureurs. Il y a que des mecs sur le bord du circuit avec des gilets jaunes, c'est des mecs qui sont attrapés dans le coin. Et venez là mettre du public pour que ça fasse un. Non, moi, vous connaissez mon point de vue sur ces courses-là du début de saison. C'est business is business et ça. D'ailleurs, je le regarde même pas, ça ne m'intéresse pas. Bon, allez, Jérémy, s'il te plaît, mets un petit peu d'eau dans ce vin bien garni. Alors, non seulement c'est une course qui est diffusée sur Eurosport, mais qui est en plus très bien organisée par ASO, donc on regarde. Non, mais après, il faut aller dans ces pays. Au départ, il n'y a rien et c'est comme ça que tu te développes. Je suis désolé. Alors, non, moi, tu me convaincras pas. Autant l'UAE Tour, c'est un intérêt sportif parce que c'est du World Tour qui a une arrivée au sommet et que tu as toujours une peignée Pogacar Yates. Et d'ailleurs, cette année, je sais pas comment ça va se passer vu qu'ils sont dans la même équipe. Mais le Saudi Tour, sportivement, là, il n'y a que Groenewegen. Donc, c'est pas dingue. Carrément, t'es devenu bilingue convaincu de français. Ouais, je suis quand même pas sûr. Pas sûr de quoi? La prononciation? Oui, c'est Groenewegen. Ouais, bon. Bon, bah écoute, tu peux l'appeler Groenewegen si tu veux. Qui suis-je pour dire quelque chose sur les prononciations? Bah Anthony encore moins. Ensuite, on va parler encore d'un sprinter de Welsford, Sam Welsford, donc de DSM, hein, qui a battu tout le monde, hein, Bennett puis Jacobsen. On en reviendra un petit peu après sur Jacobsen. Bon, je sais pas, surprenant. Il a battu le spectateur aussi. Ouais, c'est pour ça que je dis on va voir ça. Le téléphone, je parle du mec, Sam Welsford. Est-ce qu'il vous a surpris? Ah bah il nous a surpris et puis je vais même te rajouter Marius Meyerhofer qui remporte quand même évidemment. La Cadel Evans aussi un endroit. Et ouais, DSM, on les a flingués à l'intersaison, il y a plus personne et bam, ils prennent tous les points. Un mec de 27 piges, ça y est, il se met à battre les meilleurs du monde. Non parce que la Cadel, mais mine de rien, c'est une classique pour le devant tour, qui donc, Hugo Page et Matthews qui fait 3, c'est ça ou alors je sais pas, j'ai juste vu Hugo Page qu'on adore. Donc Jacobsen, tu voulais en parler, Gilou, de cette mandale donc d'un spectateur, hein, si je peux me permettre, qui lui a fait perdre ses lunettes. Bon, c'est pas ça qui l'a fait perdre, mais on a échappé à vraiment quelque chose. La catastrophe. Surtout que ça lui arrive encore à lui. C'est encore à lui que ça arrive. C'est ça qui est fou. C'est que ça tombe. On a l'impression que ça tombe toujours sur le même. Mais s'il vous plaît, les spectateurs, respectez la course. À un moment, c'est les coureurs qui font la course. Là, il y a un risque, il est vraiment trop penché. On a déjà des barrières incurvées, mais là c'était exagéré. Franchement, il lui met une mandale, mais sévère. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Anthony, tu voulais parler? Ouais, parce que tu prends l'exemple du cyclocross, tu vois, à Namur, au championnat d'Europe, t'as le circuit qui est tracé en rubalise, et ensuite en frais, t'as encore une rubalise qui est décalée de 50-60 cm pour le spectateur, pour pas que les spectateurs soient trop proches. Déjà d'une, bon, c'est pour les plans caméra aussi en cyclocross, mais ça évite justement que les spectateurs se penchent avec leur téléphone et viennent gêner les coureurs. Qu'est-ce qu'on attend sur route pour décaler les spectateurs de quelques centimètres? Là, il va y avoir des accidents. En plus, ça tombe encore sur lui. Ça existe sur certaines courses. Il répète juste ce que dit Jackie. Donc allez sur Twitter, allez voir le tweet et puis c'est bon. Non, mais ça existe en tout cas ces barrières, mais c'est vrai que ça existe déjà en cyclocross. On le fait en cyclocross dans les passages techniques où ça craint. Dans les dévers, ouais. Dans les dévers, pas trop proche. Et on y revient dans 5 minutes au cyclocross. Ne t'en fais pas, Anthony. Je sais que t'as pas eu encore ta dose, mais on revient. Il y a encore les femmes, il y a encore le relais, il y a François Tarieux qui arrive. Voilà, ne t'en fais pas. On y revient. Ça va mieux? Pour moi, il y a deux choses intéressantes surtout une sur les courses sur route pour le moment, c'est la forme de Wanty. Ça va les gars? Rui Costa a disparu, boum, il gagne. Wanty, on les attend. On va pas le dire jamais. Goussen, c'est devenu un mec qui fait que des numéros solitaires. Franchement, non, mais la bière est bonne. La Wanty, c'est impressionnant. Hein. Ça avait un peu commencé l'année dernière. Je sais pas si vous avez remarqué, mais bon. Mais là, cette année, c'est l'équipe quand même de ce début de saison. Oui. Ah oui, clairement. Qui s'appelle Intermarché, si on peut juste respecter le nom. Oui, parce qu'en plus, c'est un peu plus français. Intermarché, ça nous arrangerait. Tiens, on parle d'équipe qui va bien, on peut parler d'une équipe qui va mal. Alors, Astana a marqué des points dérisoires. Si je dis ça, c'est parce que son ancien coureur, Miguel Angel Lopez, a remporté donc le Tour de San Juan. Il a 7 fois plus de points qu'Astana en ce début de saison. Voilà, c'est juste, je notais ça. La victoire de Lopez à San Juan. Un mot? Non, moi je préférais parler d'FDJ Suez qui a gagné les deux premières. Mais ça vient juste derrière. Non, mais Joker sur Miguel Angel Lopez. On sait pourquoi et personne ne l'a voulu et je suis pas sûr que ça vaille le coup de beaucoup. Très bien. J'avais noté FDJ Suez qui gagne les 2 épreuves World Tour. Donc, Tour Down Under avec Les Brown. Et donc, il y a très peu de temps, la Great Ocean Road Race avec Luz Adegest
qui est une néerlandaise qui vient du sport. Qui vient de Zwift, qui est championne du monde de Zwift. Et ça, c'est une très très belle recrue. On sent bien les coups du côté de Stéphane Delcourt. Et d'ailleurs, je crois que tu seras à la présentation vendredi. Enfin, en tout cas, on y a été conviés. Donc voilà, on saura prochainement quels sont les objectifs de la saison. On attend beaucoup de Cécilie, on attend beaucoup de Marta Cavalli et puis évidemment de Grace Brown, de Devita Misi. Il y a de quoi faire une très très belle saison. Qui marche très bien. Hein. Mais même si on va dire que le nombre de coureuses sur cette course, notamment la Cadel Evans, il n'y avait pas beaucoup malheureusement. C'est dommage, mais voilà. Pourquoi tu rigoles ? Parce que je viens de recevoir un texto de Elodie Collat. Il y en a pour longtemps encore. Est-ce que ça finit avant minuit, votre connerie ? A priori, t'es attendu après derrière Anthony. Bon, dernier truc. Est-ce qu'Anthony et Gilou ont regardé la Marseillaise ? Parce que du coup, je posais une question pour donner un peu la parole. Anthony, il était à l'antenne, il a certainement pas regardé. Ah bah voilà, encore moins. Gilou, il a regardé ou pas ? Gilou n'a pas regardé parce que Gilou était au football. Bon, bah alors je te donne la parole. Gilou parle de lui à la troisième personne sans aucun problème. Bon, bah alors Jérémy, est-ce que tu as aimé la victoire de Et Nelson comme Delis Poles n'a pas gagné, j'ai pas regardé le résultat. Alors j'étais à l'antenne avec Anthony, donc je l'ai pas vu en direct. J'ai juste regardé le résultat, donc je vais pas pouvoir te. Revenons à nos moutons. Le cyclocross. Allez, revenons à nos moutons. Bah j'ai compris. Au moins, on aura fait un petit bout. Non, mais belle victoire de Poles qui sait en gagner des belles. Il avait déjà gagné la Classica. C'est sa dernière, normalement. Si, parce que c'était tout le temps malchanceux celui qui gagne la Marseillaise. Donc a priori, c'est sa dernière. Bon, bravo à lui. Allez, revenons à nos moutons. Voilà, on revient en cyclocross. Est-ce qu'on n'appellerait pas donc François Tarieux donc pour ce jingle échappé. J'ai un peu écorché son nom, mais je vous assure que je ferai attention lorsque on va l'inviter. Est-ce que je peux te demander, Jérémy, c'est une première d'appuyer sur le jingle échappé pour. C'est le vert ? Oui, tout à fait. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. À Johan Tritz de Saderail, je suis entouré des trois fantastiques. Hein. Nous aussi, on a un petit peu de tout. Hein. On a du Wout van Aert, on a du Mathieu Van Der Poel et on a aussi du Clément Venturini, du Dubo et donc du Doubet. Ce sont les trois coureurs qui vont représenter la France pour la course Horn. Très rapidement, d'ailleurs très simplement. Avec David Menu. Avec, bien sûr, évidemment, le quatrième homme. C'est quoi l'objectif à Haugeride ? Bon, l'objectif, après, c'est toujours un peu difficile de donner, on va dire, un maître mot parce qu'il y a une équipe de 25 coureurs, donc forcément, l'objectif est différent selon les individualités. Certains ont démontré sur la saison qu'ils pouvaient prétendre à un podium mondial. D'autres viseront des places d'honneur. Donc, je dirais que chacun sait à peu près où est-ce qu'il se situe dans la hiérarchie et ce qu'il doit viser sur le championnat du monde. Donc forcément qu'on a des potentiels pour aller chercher pourquoi pas des médailles. Et puis après derrière, là on sort de stage équipe de France, on est entre Benidorm et Besançon pour justement faire un bon bloc de travail. Donc on espère déjà que ce stage permettra à tous les coureurs de pouvoir exploiter pleinement leur potentiel. C'est un peu une réponse à la normande, mais je dirais. Moi, je suis pas non, mais on va rentrer dans les détails au fil des courses. Et j'aimerais commencer par ce qui sera la première épreuve à Haugeride, c'est-à-dire le relais. Les premières listes sont tombées aujourd'hui, donc la vôtre, mais aussi celle de vos adversaires. Alors, deux questions qui en découlent. Comment vous avez pensé et construit cette liste ? Et surtout, quelles peuvent être les ambitions de l'équipe de France sur cette épreuve-là ? Sur l'équipe, en fait, j'ai essayé de toute façon, de manière assez basique, de prendre les meilleures individualités dans chacune des catégories, sachant que le règlement fait qu'on a droit à 6 coureurs au départ de championnat du monde, qui sera finalement la première. Ce sera le premier titre officiel délivré. L'an dernier, c'était un essai qu'on n'avait pas forcément validé pour nous parce que c'était plein Covid, il y avait de la fatigue, du voyage aux États-Unis, c'était un peu spécifique. Là, vraiment, on a essayé d'aligner la meilleure équipe possible par rapport aux qualités aussi des coureurs. Je veux dire que il faut des coureurs qui soient capables de rouler très vite sur un tour. Rémi, le Landais, est habitué à faire des très gros starts sur des épreuves U23. Joshua, également pareil, est capable de faire des gros starts. Après, derrière, des filles comme Hélène ont aussi l'expérience du relais en VTT. Et après, chez les jeunes, on a Célia qui termine 4e du classement général de la Coupe du Monde, et puis Léo qui est champion d'Europe et qui vient de remporter le classement général de la Coupe du Monde. Donc l'idée, c'est de faire l'équipe la plus complète possible, et puis pourquoi pas, en termes d'objectifs, c'est forcément aussi d'aller chercher un podium, et puis voilà, je veux dire, chacun aligne, je pense, sa meilleure équipe. Alors forcément, les Hollandais, quand on regarde un peu leur composition chez les élites, Ryan Kamp par rapport à un Van Der Poel ou un Van Der Aert qui aurait pu être aussi un petit peu, je dirais, les têtes d'affiche.
voilà, chacune des nations a fait son équipe et puis nous, alors on essaiera de se rapprocher au maximum du podium et pourquoi pas, si la course parfaite est faite, se rapprocher du titre. Un mot quand même, ce choix qui a dû être quand même difficile entre les deux derniers champions de France, Clément Venturini, Joshua Dubos, ça vous a donné des maux de tête? J'imagine que les deux avaient peut-être aussi envie de participer. Oui, alors après, très clairement, on a eu la discussion avec Clément à l'issue du championnat de France pour voir si, parce que voilà aussi ce relais permet à certains coureurs de s'en servir comme déblocage pour leur veille ou l'avant-veille de course. Après, Joshua a quand même l'expérience du VTT sur ce type d'effort où il fait des short races aussi en Coupe du Monde, ainsi de suite. Même si voilà, on est sur un effort encore plus court. Je dirais qu'il n'y a pas eu forcément de trop grosses discussions avec les coureurs. Ils ont compris, je dirais, la chose. Fabien Doubé était aussi très motivé pour pouvoir le faire parce qu'il le fait aussi tous les ans avec son comité régional lors des championnats de France. Donc clairement, non, il n'y a pas eu de ça. Je dirais, il n'y a pas eu vraiment de discussion très longtemps. Et moi, mon choix était assez fait rapidement. Connaissant aussi les routines de préparation de chacun des coureurs, ouais, ça s'est fait assez naturellement, je dirais. Alors, on était censé relayer les questions d'Anthony qui ne vous entend pas, mais il nous dit « J'en ai pas, dites-lui juste que je l'aime ». Donc, on n'est pas bien avancé. Alors, il y a une Zizou qui a une question. Est-ce que ça vaut la peine d'y aller pour faire 11e, 25e et 31e? De quelle course il parle? Pour la course simple, je suppose. Ouais, mais alors la course, justement, moi je vais compléter la question. Est-ce que ce qui s'est passé à Besançon hier avec la 4e place de Clément Venturini, mais qui était une 4e place, qu'il est allé chercher en tant qu'acteur, vraiment, on l'a vu prendre ses responsabilités, est-ce que ça modifie, ça bouleverse un petit peu les plans? Il a quand même fait top 5 à Fayetteville, donc j'imagine que vous y alliez de base avec ambition, mais là, est-ce que ça redouble encore les possibilités? Après, on sait la difficulté qu'il y a quand on parle d'un championnat du monde et encore plus quand ce sont des questions où on cherche à prédire un résultat et puis que chacun donne son avis sur la météo, sur le niveau du coureur, ainsi de suite. Je dirais que là aussi, il faut rester les pieds sur terre et puis savoir de quoi on parle. Quand on est sur un coureur comme Clément qui court dans le Grand Tour, qui par le passé a été numéro 5 mondial au classement UCI et puis qui a été 4e championnat d'Europe à Pontchartrain derrière Toonart, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, Clément, c'est pas, même s'il y a beaucoup de détracteurs qui sont parfois, je dirais, de mauvaise foi et puis qui au-delà de ça respectent pas le coureur qu'il est, je dirais que Clément, ça reste un très grand coureur de cyclocross. Il a encore prouvé ce week-end avec une préparation qui a été accélérée. Dans le final, il est pas loin d'aller chercher le podium sur une Coupe du Monde. Donc voilà, clairement, la course telle qu'elle se présente à l'heure actuelle va être assez rapide sur le circuit d'Auberat qui est quand même très physique, qui va être roulant. Donc oui, il peut jouer éventuellement un podium, mais moi, encore une fois, je vais vous le redire et en fait, je suis pas du style à faire Madame Irma et puis à annoncer les grandes chances de médaille et ainsi de suite. Ça reste toujours, je dirais, aléatoire parce qu'il y a toujours entre guillemets le facteur du jour de course qui va changer un petit peu la physionomie de la course. Donc Clément clairement peut jouer éventuellement, pourquoi pas. Après Joshua Dubos, avec son start qu'il a, et l'an dernier on l'avait vu aussi à Fayetteville, il avait pu faire une partie de la course à l'avant, sachant que quand c'est très sec, il peut être aussi dangereux. Faut pas oublier que Joshua, en espoir, il est rivalisé avec Pidcock et puis Herbit sur un championnat d'Europe à Tabor. Donc là aussi, Joshua, je veux dire, ça peut être encore dangereux. Fabien Doubé, son objectif, c'est de revenir à son meilleur niveau dans 2 ans pour le championnat du monde en France. Et David Menu, qui a terminé top 10 en début de saison sur une Coupe du Monde aux États-Unis, fait une très belle saison, il a fait à plusieurs reprises top 15. Alors oui, les questions, est-ce que ça vaut le coup d'aller championnat du monde faire 11e, 15e et 25e? Je dirais que, en fait, déjà, le niveau de performance de chaque coureur, la barre que les coureurs se fixent, elle est élevée. Après, le niveau que les coureurs sont capables d'atteindre sur un championnat, je dirais qu'elle dépend aussi de ce qu'ils sont capables de faire en termes de préparation et en termes de moyens sur l'ensemble de leur saison. Et que il faut respecter une équipe qui se compose avec des individualités. Certains sont là pour jouer les premiers rôles et d'autres sont là pour aller chercher les top 10, les top 15. Donc oui, je veux dire, il faut savoir être ambitieux. Moi, je suis ambitieux pour l'équipe, les coureurs le sont aussi. Quand on fait, on va dire, des sacrifices tout l'hiver et qu'on se prépare aussi une semaine comme on a pu faire, on n'y va pas pour, je dirais, pour rien. Donc c'est sûr que là aussi, je veux dire, l'habitude de la facilité des journalistes et puis du grand public, c'est de dire de toute façon, c'est Wout van Aert, c'est Mathieu Van Der Poel et puis les Hollandais et les Belges.
Mais très clairement, on n'est pas venu là, nous, enfin, on vient pas sur les Coupes du Monde toute l'année et puis on fait pas du cyclocross à haut niveau pour regarder les autres et puis satisfaire de ce qu'on a. Donc l'année prochaine, il y a un championnat d'Europe en France. L'hiver d'après, ça sera championnat du monde chez nous. Tous les ans, je veux dire, on a des coureurs qui sont capables d'être performants. Alors oui, on n'a pas la densité des autres nations, mais comme je le dis encore une fois, et je me répète, hein, par moment, ça doit un petit peu de m'agacer. Il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle de la Ligue 1, on compare pas à la Première Ligue et puis à la Liga. Dans le cyclocross, c'est sûr que si on parle tout le temps des Belges et des Hollandais, moi, ça commence un petit peu des fois à m'énerver parce qu'en fait, je suis pas là pour entre guillemets, voilà, pour baver devant eux et puis me dire que waouh, c'est super ce qu'ils font. Nous, on est là pour être compétitifs et Gilou est belge, c'est pour ça que sa question était provocatrice. Voilà. Non, par contre, elle est provocatrice, mais parfois certains supporters belges sont pas toujours non plus aussi toujours très sport. J'en ai vu un Namur qui était à deux doigts d'insulter Joshua Dubo. Donc il y a l'alcool, mais il y a aussi parfois il faut savoir rester à sa place et respecter les coureurs. T'as défoncé, Gilou, t'as défoncé. Je suis fait une question. Jouez, mon François, je t'entends pas, mais je t'ai entendu un petit peu. Bien joué. Voilà, donc non, mais après, il n'y a pas d'animosité. Moi, j'adore aller en Belgique, il y a une ambiance de folie. Mais c'est vrai que par moment, je veux dire, certains comportements sont un peu, parfois on est d'accord, difficiles à entendre. Même si, je veux dire, ça reste du sport et qu'il faut prendre un peu de recul. Mais très clairement, l'équipe de France, les coureurs méritent le respect. Je veux dire, certains coureurs sont des grands champions. Certes, ils n'ont pas, je dirais, l'aura et puis l'image de certains coureurs qui font aussi parler du cyclisme partout dans le monde. Mais très clairement, on n'a rien à envier à certaines nations. Bien au contraire, je dirais qu'on a toujours été une nation forte du cyclocross mondial. C'est qu'à regarder les palmarès. Et après, d'ailleurs, cette année au Guride, on y va avec des ambitions. Et puis, on espère que forcément, on ramènera de beaux résultats. Mais au-delà des résultats, il faut aussi toujours déconnecter un petit peu de toujours parler des médaillables et compagnie. Ça reste du théorique. C'est sur le terrain qu'on voit. Personne n'aurait pensé que Clément Venturini, l'an dernier, à Fayetteville, était capable d'aller faire le top 5 mondial. Je veux dire, il en avait pris plein la tête quand il était apparu dans la sélection par certains. Et puis au final, à un tour et demi de l'arrivée, quand Van der Haar démarre, il lui manque pas grand-chose pour accompagner le wagon. Face à des coureurs qui font du cyclocross toute leur saison, quoi. Juste une question, pas sur les ambitions, mais sur la préparation, parce que Léo Bizio sur la course junior sera l'un des grandissimes favoris, et on a vu ce qui s'était passé l'an passé pour un garçon comme David Everdings qui avait gagné toutes les coupes du monde et qui, le jour J, a connu mésaventures sur mésaventures. Comment est-ce qu'on prépare mentalement un coureur comme ça, qui va affronter un objectif hyper important? Il vient de gagner la Coupe du Monde, alors c'était juste parce qu'il a aussi connu des problèmes à Besançon. Quel est votre rôle pour encadrer les jeunes comme ça, qui vont pour la première fois jouer un objectif immense dans leur carrière? Après, un coureur comme Léo, en fait, la différence là, c'est qu'en Everdings, l'an dernier, au championnat d'Europe, il s'était également trouvé face à Rondox en junior. Léo, lui, au championnat d'Europe, il a gagné avec 4 secondes d'avance sur Dissen, le Danois, qui d'ailleurs sera pas là au championnat du monde parce qu'il est blessé. Donc là, je dirais que Léo, depuis, même si finalement on peut penser que c'est facile pour lui, il a quand même terminé 3e des championnats d'Europe sur route en J1. Là, il est champion d'Europe de cyclocross, il a gagné le classement général de la Coupe du Monde. Il fait une très belle saison, il est champion de France. Et très clairement, il démontre un niveau de constance et de régularité sur les plus grosses épreuves qui fait que, voilà, je veux dire, il arrive à déjà, je dirais, gérer ses émotions et qu'il est toujours, entre guillemets, en train de prendre du recul aussi par rapport à ça. Et c'est très bien aussi que les attentes vis-à-vis de lui sont assez importantes, mais il fait avec, il compose avec, et je pense que voilà, son niveau de maturité est déjà comme il faut et que là aussi, il faut pas non plus trop forcer les choses. À cet âge-là, il y a des choses qu'on ressent et je veux dire, vu le niveau de résultat qu'il a eu aussi depuis le début, entre guillemets, de son arrivée chez les juniors au niveau international, ça lui confère aussi un certain niveau de confiance. Et quelque part, je dirais, sa saison, qu'est-ce qu'il a à perdre en fait? Il est champion d'Europe, il a gagné le classement de la Coupe du Monde avec 2 manches, il est champion de France. Je veux dire, s'il est champion du monde, ça sera exceptionnel et tant mieux pour lui. Mais je veux dire, sa saison, elle est réussie. À Everdings, l'an dernier, c'est sûr, il se coupe sur le mondial. Mais là aussi, quand on voit ce qu'il fait maintenant en Espoir 1, en particulier ce qu'il a pu démontrer sur une course comme Diegem, c'est des coureurs qui, de toute façon, ça reste une course d'un jour et ça serait bien que ça peut être aléatoire et que ça tient pas forcément je dirais qu'à un détail. Donc oui, Léo, il est prêt, il se sent bien. Donc après, comme on a dit depuis le départ, on avait aussi orienté sa saison de manière à construire sa saison autour des 2 championnats d'Europe et du monde.
Le classement de la Coupe du Monde, quelque part, ça a été un peu son fil conducteur pour prévoir ses périodes de récupération et en particulier sur le mois de novembre et décembre où il a très peu couru. On avait fait un stage aux vacances de Noël pour travailler de la technique qu'il a peu l'habitude de travailler parce qu'il s'entraîne souvent seul, parce qu'il habite du côté de Rion, là, vers Clermont-Ferrand, et du coup, c'était aussi pour permettre de construire un groupe junior avec pas mal de juniors première année aussi en vue des championnats d'Europe de l'année prochaine, et que d'ailleurs, Léo, il a repris finalement à courir entre la finale de la Coupe de France qu'il avait aussi gagné à 3 et la Coupe du Monde à Zonhoven qu'il a gagné. Il a fait qu'un seul cyclocross en décembre pour gagner un maximum de fraîcheur, à la fois mentale et physique, pour le mois de janvier, qui s'annonçait dense à la fois en termes de niveau de compétition et de déplacement, où il a enchaîné la Coupe du Monde de Zonhoven, le championnat de France à Bagnoles de l'Orne, la Coupe du Monde de Benidorm, la Coupe du Monde à Besançon et le championnat du monde. Ça veut dire que tous les week-ends, des gros déplacements, et c'est aussi pour ça que d'ailleurs nous on est resté en stage entre Benidorm et Besançon pour limiter au maximum les déplacements, qu'ils puissent entraîner au soleil, et que éventuellement qu'on arrive à surcompenser pour ce mondial. Les Belges, les juniors belges, eux, étaient en stage la semaine avant nous, entre leur championnat de Belgique et la Coupe du Monde de Benidorm. Nous, on avait fait, on va dire, un choix différent. On verra si ça paye. Et puis, je dirais que sa saison, elle est déjà pleinement réussie et que forcément, lui aussi, ce titre de champion du monde, il espère aller le chercher, mais je dirais qu'il est assez lucide et il sait très bien que ça sera très difficile. La Coupe du Monde de Tabor, il la gagne avec 7 secondes d'avance. Le championnat d'Europe, il le gagne avec 4 secondes d'avance. Ouais. Ça reste des écarts qui sont infimes, ça se tient à pas grand-chose. Et c'est aussi pour ça que c'est facile des fois de commenter les résultats de certains coureurs et puis de dire ouais, c'est pas normal qu'ils se loupent ou machin truc. Mais encore une fois, ça tient à des petits détails et c'est ce qui fait aussi le haut niveau, c'est que on n'est jamais certain et il faut toujours être très prudent quand on parle de médaillables et de choses comme ça. Dernier exemple en date, c'est Marion Norbert-Ribérol, avant qu'elle devienne belge, elle a été championne du monde avec l'équipe de France. Oui. Et Marion, quand elle était championne du monde, elle avait gagné 0 Coupe du Monde dans la catégorie Sport Dames. Et les grands favoris qui étaient Manon Becker ou Cata Blancavas, ainsi de suite, je veux dire, elles étaient passées à la trappe ce jour-là, quoi. Donc il faut toujours rester vigilant. Et l'an dernier, Yann Christian, quand il est champion du monde à Fayetteville, le Suisse, il avait fait 0 podium en Coupe du Monde de l'hiver. Donc, comme je dis, c'est rester lucide et puis laisser entre guillemets tous ces éléments un peu extérieurs de communication ainsi de suite qui peuvent parfois un petit peu parasiter les choses et puis se focaliser sur les jours de course et puis voilà, de toute façon l'objectif c'est d'arriver tranquillement sur Uber-Ride, le relais et puis après la course dimanche matin. Et on vous souhaite le meilleur donc pour ce week-end parce qu'il y a de belles choses à faire pour les Français. On vient de l'entendre avec François Trarieux, donc le sélectionneur de l'équipe de France. Merci d'avoir été avec nous dans Ça déraille. Et promis, on met Gilou sur le banc pour la fin de l'émission. Vous inquiétez pas, les Belges on s'en occupe nous. Je change mais... victoire de Venturini avec 2 minutes d'avance. Oui. Non, mais moi, encore une fois, nous, on adore venir en Belgique. Je veux dire, l'ambiance est toujours, même les coureurs, adorent ça. Et clairement, ça tire aussi les coureurs français vers le haut. Et là-dessus, il y a aucun problème là-dessus. Et j'espère que Gilles sera pas trop, on va dire, éméché à la buvette. C'est Mathieu Van Der Poel qui a amené à gagner chez lui ce dimanche. Ça, c'est moins sûr. Ça, c'est beaucoup moins sûr. Ça, c'est moins sûr. Allez, merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée. Donc on va pouvoir enchaîner après avoir... il en a pris une bonne, notre Gilou. Alors là, ça fait plaisir. Ça l'a calmé. Ça fait plaisir. Là, je peux dire que tu es encore sanctionné, même quand tu es même sur la feuille de match. Ça, c'est bon à savoir. Mais bon, il a raison. Je sais pas qu'il a raison, mais... la question était un peu provocatrice. Tu fais top 5 l'an passé. Là, t'as un gars qui te fait 4ème de la dernière Coupe du Monde de la saison. Tu peux pas lui dire pourquoi vous venez jouer la 20e place. C'est comme ça. C'est très bien, je trouve, que ça permet de mettre les choses à plat. Par contre, il va falloir faire vite sur la P2. Bah oui, parce que là, on a beaucoup parlé, surtout en plus on l'entendait pas sur le live, donc là ça devait être un plaisir pour tout le monde. Désolé, on y revient dans le sprint final. Pas à pas. Oh le coup de tête de Marco, le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien. Bon, a priori pas de coup de tête normalement dans le cyclocross, mais par contre on peut vite non, il peut y avoir des petits accrochages, des croche-pattes, des choses comme ça. Bon, on va parler de la course féminine donc qui a lieu aussi ce week-end et je vais tout de suite donner la parole à Jérémy qui va nous donner les favorites de cette course avant ce week-end. Les favorites, elles étaient 3, elles ne sont plus que 2 dans la mesure où Shirin Van Anrooy a décidé de courir avec les espoirs.
Donc il reste Fem Van Empel et Puck Peters. Pour vous donner une idée de la domination de ces 3 femmes qui sont toutes issues de la génération 2002, donc elles ont 20 ans, toutes les manches de Coupe du Monde ont été remportées par l'une des 3. Oui. Les Alvarado, les Brandt, les Marianne Vos, les Vorst, les Persico n'ont pas eu voix au chapitre. Il n'y a eu que des victoires pour Peters, Van Empel et Van Anrooij. Alors du coup, pas de Van Anrooij, donc du coup ça se résume à un duel, et c'est un petit peu comme les hommes finalement, cette course féminine. Alors encore une fois, les chiffres avant ce mondial, même si on oublie la 3e fantastique. Ouais, alors les chiffres en termes de confrontation, je ne saurais pas te les donner. Sur la Coupe du Monde, il y a 7 victoires pour Van Empel, il y en a 4 pour Puck Peters. Van Empel a gagné le championnat d'Europe, mais Puck Peters est championne d'Europe aussi chez les espoirs. Elle n'a décidé de passer le cap en élite qu'au début de l'année. Et sur le dernier championnat des Pays-Bas, qui n'est pas forcément une référence parce que c'était un chantier bourbier terrible, c'était presque du triathlon tellement on pataugeait dans l'eau, c'est Puck Peters qui s'est imposé. Donc honnêtement, là, c'est un match assez équilibré aussi. Bon, on a vu tout ce qui y avait en force, en présence. Anthony, Gilou. Anthony, alors, tu penches vers qui pour ce week-end? Ton cœur penche vers qui? Enfin, je dis ton cœur, attention, Elodie à côté, mais bon. Est-ce que j'ai rallumé mon... Ouais, j'ai rallumé mon micro. Moi, comme je l'ai dit, je mets 60-40. Je mettrai un petit avantage quand même à Van Empel. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour moi, je pense qu'elle est plus puissante. Et sur le circuit de Geraint, faudra quand même de la cuisse. Donc je mettrai un petit peu plus sur Van Empel. Après, on n'a pas eu de confrontation directe ce week-end, comme pour les hommes. Ouais. Mais on a eu 2 belles courses de chaque côté. Et samedi du côté de Hameux et dimanche du côté de Besançon. Exactement comme les hommes en fait. Ça s'est passé. Les 2 Yumbo à Hameux et les 2 Alpecin à Besançon. Ouais, on en parlait en direct. On a eu des matchs à distance. Elles ont bien répondu. Maintenant, voilà, on verra le jour de la course. Il faudra que tout soit aligné. Mais pour moi, ouais, léger petit avantage à Van Empel. Gilou, tu penches vers qui, toi? Moi aussi vers Fem Van Empel pour le tracé qui est pour moi quand même plus à son avantage qu'à Puck. Et là aussi, je pense que chez les filles, il n'y aura pas de surprise, ce sera l'une ou l'autre. Jérémy, donc tu vas pouvoir compléter, toi qui as donné un petit peu toutes les statistiques avant course. Toi aussi, c'est plutôt Van Empel. Oh, t'as l'air dubitatif là, tu te frottes la barbe. Non, mais bon, après 60-40, ça veut dire que c'est quand même très équilibré. Si tu me demandes un pronostic, je vais évidemment plus donner Van Empel, mais je tomberai pas de ma chaise qu'elle soit battue par Puck Peters. Et ça me rappelle vraiment le match Van Der Poel-Van Aert. Il y a 2 mois de ça, je t'aurais dit Van Empel tous les jours. Elle écrasait la saison. Et puis Puck Peters est quand même revenue dans le match. Elle a gagné des Coupes du Monde. Le classement de la Coupe du Monde était joué, donc on va pas tirer des leçons de ce qui s'est passé ce week-end. Mais finalement, il n'y a que 5 petits points d'écart entre les deux à l'arrivée. Puck Peters à Benidorm perd, mais dans les mêmes conditions que Van Aert perd contre Van Der Poel. Donc difficile, on n'a pas eu de confrontation directe le week-end dernier. Je suis pas certain que le parcours joue un rôle primordial parce que finalement au Geraint c'est un parcours qui permet un petit peu à tout le monde de s'exprimer. Il y a du dénivelé mais pas trop, il y a des portions techniques, il y aura les planches. Je rappelle que Puck Peters passe à vélo en général, elle prend toujours un petit avantage là-dessus aussi, ça c'est un élément dont il faut tenir compte. Sur toutes les relances derrière, elle prend 2-3 mètres à Van Empel, et puis il y aura des portions aussi dans le gazon où il faudra envoyer de la puissance, et là c'est plus pour Fem Van Empel. Donc honnêtement, c'est presque le pile ou face aussi, et si je lance la pièce, ça tombe sur la tranche. J'ai pas vraiment la possibilité de me mouiller sur ce duel-là. Lynn Burquet. Et Anthony, tu voulais... Il voulait parler, Anthony. Elle a eu 23. Non, ouais, je voulais juste dire que il parle des planches. Mon Fem Van Empel sait les passer, mais elle les passe de moins en moins. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, les planches. Et après, quand on regarde bien quand même les saisons, on a 2 saisons différentes. On a une Fem Van Empel qui a fait un gros début de saison énorme, et puis il y a eu un petit creux, mais elle l'avait dit qu'à un moment elle repréparait à la fin de saison. Donc c'était un peu voulu, je pense, cette baisse de régime. Non, c'est pas voulu, c'est Val di Sole. Elle tombe et derrière elle est obligée de couper. Non, même avant, il y a eu je sais plus quel cross où elle s'est fait battre, et elle a dit qu'elle avait beaucoup travaillé à l'entraînement, parce que je pense qu'elle faisait beaucoup de foncier pour le fin de saison. Et par contre, on a dans notre sens, on a une Puck Peters qui a fait une saison un peu différente. Elle est plutôt en train de monter tout le temps crescendo. À savoir qu'elle a commencé un peu plus tard aussi, parce que elle était absente des 2 premières manches de Coupe du Monde. Elle est arrivée un petit peu plus tard. Puck Peters, elle venait du VTT.
Elle avait fait du VTT assez tard. Donc on est sur 2 gestions différentes. Après, est-ce que affaire à suivre, mais pour moi, ouais, Van Empel un petit avantage. Mais je serais pas étonné non plus, comme Jérémy, de voir une Puck Peters s'imposer. Hein. Mais je l'ai un tout petit avantage. Et pourquoi Van Androy elle a fui Non, elle a pas fui. Elle préfère faire avoir un nouveau trophée dans la catégorie du dessous. C'est l'éternel débat. On sera jamais d'accord. Anthony et Steve, d'ailleurs, les deux pensent la même chose. Je pense qu'il faut avoir été un ancien coureur pour penser comme eux. Ils considèrent qu'un titre quasiment acquis, mais c'est pas le cas. Hein. Elle peut aussi perdre en espoir. Mais disons qu'elle est favorite à 90%. Et c'est mieux de gagner, selon eux, le maillot arc-en-ciel plutôt que prendre le risque de perdre en élite, parce qu'en élite, si elle vient, elle a 20-25% de chance de gagner. Oui. Si elle avait gagné à Fayetteville en début de saison 2022, peut-être que là, elle aurait été en élite. Le fait est qu'elle n'a pas encore ce maillot arc-en-ciel, au contraire de Puck Peters. Donc elle a envie de le gagner. Mais je rappelle quand même, parce que je vois venir Anthony, il va me dire ouais, elle a le temps, elle est jeune, etc. Ouais, mais il y a 2-3 ans de ça, Alvarado, on aurait pu dire la même chose. Elle a le temps. Alvarado avait fait le sacrifice alors qu'elle voulait courir en espoir. Elle est venue en élite, elle a gagné. Aujourd'hui, elle est bien contente d'avoir gagné, parce que c'est pas dit que l'opportunité sera présente un jour. Et maintenant, depuis, elle a eu des soucis. Enfin voilà, est-ce qu'elle a pas été trop vite aussi? On peut se poser la question. Au moins, elle a le titre. Et il est à la maison. Ouais, elle a le titre. Mais Shirin Van Androy l'aura très certainement sur son palmarès, plus sur son maillot une fois qu'elle sera élite. Oui, mais sur la ligne du palmarès. Oui, mais bon, ça fait quand même une belle ligne sur un palmarès. Ouais. Tout ça pour dire que vous parliez d'Alvarado, mais il y a du beau monde quand même, Lucinda Brand, Van der Heyden, Persico, et il n'y aura pas de Marianne Vos qui a décidé de ne pas participer. Elle a des soucis, elle aussi de santé un peu plus grave du coup que Mathieu Van Der Poel. Alors qui pour le bronze du coup, parce que j'en ai cité Persico aussi, je sais pas si je l'ai dit, Betema, enfin voilà, c'est il y a du monde, c'est fou. Ouais, moi je pense que ça se résumera à un match Alvarado-Brandt avec Persico en arbitre. Un petit peu comme à Fayetteville, là je te cite celle qui était dans le top 5. Si je dois sortir un nom sur la forme actuelle, sur l'expérience, sur le fait de répondre présent sur les grands rendez-vous, ce serait Alvarado. Très bien. Gilou. Alvarado. Pourquoi ? Tu peux enchaîner, puisque je te donne la parole. Parce que elle a regagné, elle a regagné depuis longtemps. On a vu qu'elle était quand même pas non plus à la rue. Contrairement à Lucinda Brand, je trouve que Alvarado a quand même de quoi répondre. Et si je devais faire moi aussi mon top 3, je la mettrais devant. Pour ce qu'elle a montré, quand les autres n'étaient pas là, c'est quand même souvent elle qui a pris le lead. Très bien. Anthony, du coup, est-ce que tu nous sors un autre nom de ta valise ? Il est amoureux d'une des trois, vous faites rire. Je vais jouer. Elodie est à côté, je rappelle. Ouais, non, elle doit être là en train de regarder. Non, mais je vais jouer une grosse cote. Moi, je vais jouer Persico. C'est pas une grosse cote du tout. Persico, elle est à la même cote qu'Alvarado. Pour le podium ? Pour moi, c'est presque du pile ou face. Attendez, c'est très simple. Persico, c'est la 3e de Fayetteville. Persico à Benidorm, elle était super bien. Très simple. Je vais vous départager direct. Gilou, donne-nous les cotes parce que Alvarado, je les ai sous les yeux. Alvarado est à 10. Persico est à 13. Ouais, voilà. Pour le podium, mais pour la victoire. C'est pas du tout une grosse cote. Par contre, 10 ou 13, enfin. Vous pouvez mettre Marianne Vos, d'ailleurs, si vous voulez. Marianne Vos est à 23. Vous faire rembourser. Et est-ce qu'on peut mettre Pauline Ferrand-Prévôt Gilou, Persico, c'est une grosse cote pour toi sur le podium? Non, mais c'est pas elle que je mettrais direct, donc c'est pas dire c'est pas la favorite. Donc mais tu peux pas dire je vais jouer une grosse cote et dire Persico. Tu joues une grosse cote, tu dis tu dis Van der Heyden. Fouquenet c'est U23, mais Van der Heyden, là tu me dis ouais c'est une grosse cote, même si elle fait un beau super prestige. Même Betsema aujourd'hui, c'est une grosse cote sur le podium. Ouais, donc tout ça pour dire que c'est quand même derrière. Bon, il y a quand même des filles qui ont plus l'avantage, mais c'est assez homogène, on va dire. Il y a quand même. C'est très semblable à la course élite homme. Ouais, sincèrement. C'est vrai. Vraiment. C'est vrai. C'est pour ça qu'on aime. Et on aime aussi, vous savez, la petite nouveauté. Enfin, pas de cette année, mais dernièrement, le relais. Alors là, on adore ça, le relais. Alors encore une fois, je vais donner la parole à mon bras droit, qui est à ma gauche sur la vidéo d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit, François, là-dessus justement? Parce que nous on n'a rien entendu. Tu écouteras en replay, on n'a pas le temps, on pète les scores. Malheureusement, oui, on pète les scores. Alors sur le relais. Alors faut expliquer. Force en présence. Non, il faut déjà comment ça se passe. Fais ton principe de ce relais. Donc chaque équipe peut aligner 6 coureurs, 3 coureuses, 3 coureurs. À chaque fois, un élite, un U23 et un junior.
Ces coureurs-là, tu peux les faire partir dans l'ordre que tu souhaites. Donc, à établir des stratégies. Tu vois, l'an passé, par exemple, sur le test event, les Tchèques avaient choisi de faire partir les hommes avant et les femmes après pour faire course en tête. Bon, c'était mal passé parce que Boros était tombé, etc. Mais tu choisis l'ordre dans lequel tu veux faire partir tes coureurs. Et chacun fait un tour. Donc, il y aura 6 tours de course. Et à l'arrivée, il y aura un maillot arc-en-ciel pour les 6 qui franchiront la ligne en premier. Oui, question rapide, juste très rapide. Tiens, est-ce que tu sais si tu as le droit de changer l'ordre, si l'ordre défini au départ a le droit d'être changé pendant le relais? Très bonne question. Je me suis pas penché sur les règlements. Pour essayer de changer pendant la course, c'est vrai ça. Et c'est une excellente question, mais je ne pense pas parce que l'an passé, il me semblait qu'ils avaient des dossards en fonction de. Je crois que de couleur, non? Il y avait pas une histoire de couleur. Exactement, en fonction de leur départ. Donc je suis pas sûr que ce soit possible. En tout cas, dans le chat, parce qu'il y a des gens qui sont bien plus renseignés sur les règlements, comme souvent sur le règlement. Si jamais, on pourra nous le dire et je vous le dirai. Je vous passerai. Je pense pas. Ça me semble impossible. Bon, alors les favoris de ce relais. Du coup. Les favoris, c'est difficile à dire. D'une part, parce que le format est nouveau, parce que tu cours sur un tour. Donc, sur un tour, ça modifie. Il y a quand même une équipe qui se dégage. Mais il y a une équipe qui se dégage, effectivement. Non pas parce que c'est une équipe qui a Mathieu Van Der Poel dans ses rangs, parce que Mathieu Van Der Poel ne courra pas. Et chez les hommes, la start list est plutôt. Pas faible, mais plutôt moyenne. En revanche, les Néerlandais vont venir avec Fem Van Empel, numéro 1 mondial chez les femmes, avec Léonie Benveld chez les espoirs et avec Lorraine Mollengraaf qui est la grandissime favorite chez les juniors. Donc pour le casting femme, je pense qu'il y a de quoi faire chez les Néerlandais. Attention quand même à l'équipe de France qui me semble compétitive pour aller chercher un podium, ce que nous a confirmé François Trarieux. Oui, tout à fait. Vas-y. Attention, surtout que même chez les hommes, c'est pas mal parce que Tibor Del Grosso, je pense qu'il a montré du côté de Besançon qu'il est très très fort. Ryan Kemp aussi, du côté, si moi je dois parler des Belges quand même. Ouais, vas-y. Attention, on a décidé de mettre notre meilleure fille et on va dire notre meilleur homme parce qu'on met pas ne met pas Mathieu, mais ça va être compliqué pour les Belges de rivaliser étant donné notamment qu'on s'est complètement planté l'année passée. On avait déjà gagné finalement. On avait déjà gagné et finalement on gagne pas. Donc je pense que ça peut se jouer entre la France et la Belgique pour la deuxième place. Attention quand même à des équipes comme la Grande-Bretagne qui sera forte notamment chez les filles. Les filles vont être très fortes du côté de la Grande-Bretagne avec Anneke, même si elle fait une mauvaise saison, Zoé Bachstedt et qui devrait faire une grosse différence, Zoé et les Français. Donc peut-être la Grande-Bretagne, la grosse côte avec Zoé qui fait vraiment une très très grosse différence. Juste un mot quand même parce que je sais qu'Anthony va vouloir réagir là-dessus, mais pour ce format nouveau qui nécessite quand même qu'on s'y intéresse et donc les têtes d'affiche s'y alignent, moi je suis quand même un peu déçu de ne voir ni Mathieu ni Wout. Alors je sais qu'il y a un gros événement 2 jours après. Logique. Mais tu fais un tour quoi. Tu peux peut-être. Non, tu fais pas qu'un tour. Il y a déjà tout l'échauffement, il y a la reconnaissance, il y a le stress. Il faut pas oublier que la Belgique c'est un pays énorme pour les médiatisations. Ils doivent passer au massage. Il y a souvent les contrôles antidopage. Il y a la cérémonie. C'est pas qu'ils doivent venir sur place, alors peut-être qu'ils ne sont pas prévus de venir à cette heure-là. Moi, je pense que tu te trompes à ce niveau-là et je pense qu'il est d'accord avec moi, l'ami Anto. Ouais, c'est vrai qu'on le voit. Tu le vois pas, Jérémy, mais moi, je le vois. Il est en train de. Mais je sais, faire on en a parlé tout à l'heure. Vas-y, Anthony, prends la parole. Moi, je vois Laurens Weck, je me dis merci, Laurens Weck, de venir. Non, moi, je te l'ai dit tout à l'heure en off. Un championnat du monde, c'est des heures de sacrifice, les gars, ils sont prêts comme jamais. Là, il n'y a pas eu de pépins toute l'année. Tout est aligné, tout est droit. Tu me dis tout à l'heure, c'est qu'un tour. Ouais, mais un tour, ça suffit. Imagine Van Aert se retrouve dans un groupe avec, je sais pas, j'ai rien contre les juniors. Enfin voilà. Imagine, il se fait foutre en l'air. Il tombe à la con, il se blesse. Il prend pas le départ du mondial. Tu crois que la Jumbo mais dans ce cas-là, s'il tombe dans l'escalier en sortant à l'hôtel, à un moment donné... mais bien évidemment, mais ça, on est d'accord. Mais pourquoi se rajouter une chicane alors que là c'est tout droit? Non, moi je suis carrément. Autant le format, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un truc super lucratif. L'année dernière, on s'est régalé. Je pense qu'on va encore ludique. Plus se régaler. Oui, le mot que tu cherchais, c'est ludique. Ouais. Lucratif, ça n'a rien à voir. Ludique, excusez-moi, c'est ludique. Mais je pense qu'on va se régaler à le regarder.
Mais le fait qu'il n'y ait pas et Van Der Poel et Van Aert ne me choque absolument pas. Bon. Dans le chat, il a raison, mettez Clément alors. Pourquoi vous mettez pas Clément il a expliqué, je te laisserai écouter le replay, il a expliqué pourquoi il avait fait le choix de ne pas mettre Clément. Ah ok, oui, on a pas. C'est super, comme ça tout le monde va écouter le podcast, on va éclater les scores. On enchaîne avec la suite de notre parcours, de notre aventure de ce podcast cyclocross, avec le moment tant attendu. Évidemment, c'est l'heure du quiz, Jérémy, non c'est ça? Oui, c'est l'heure du quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question. C'est là qu'il faut être bon. En effet, alors pour ce quiz, du coup, je te laisse expliquer un petit peu, mais peut-être qu'on va... Vous êtes 4 ? On va faire 2 équipes. Non mais moi attends, tu veux que je joue à ce truc-là? Bah j'essaie d'inviter. Non mais si tu veux pas participer, on va faire un match à 3 avec. J'essaie d'inviter Alexis qui est normalement dans le Discord et qui ne peut il a juste à mettre son micro, je pense. Se démuter pour faire partie de cette belle aventure. Rappelons que les auditeurs mènent la danse, puisque la semaine passée vous avez perdu. Vous étiez 3 et vous avez quand même perdu. On attend de savoir si Alexis, tu peux donner les règles en attendant, parce que ça change si on est 3 ou pas. Ah ça y est, c'est démuté. Alexis, est-ce que tu nous entends? Oui. Ah bah voilà. Donc, bienvenue Alexis, bonsoir à toi. La personne qui va représenter les internautes qui mènent déjà 2-0, 0-0 pour tous. Mais il y aura qu'un point. Vous avez foutu quoi les gars? Qu'est-ce que vous avez foutu? On n'a pas été bon. On est sur un quiz, Gilou. Sur un quiz Van Der Poel, Van Aert. Ouais, je tiens à le signaler. Il y a un ovni. C'est l'ovni Hugo, il est arrivé, il a tout cassé. Mais ce qui me rassure pas, c'est que Gilou, même quand il est absent, il ne réécoute pas les podcasts. Ça m'intéresse pas. Quand il est sur le banc, il boude, tu vois. Bon, allez, un quiz aujourd'hui sur le Saudi Tour dont on a parlé tout à l'heure. Non, pas du tout. Un quiz cyclocross, vous êtes 3, donc il n'y aura qu'un point. Johan, aujourd'hui, tu seras un peu spectateur, tu pourras donner tes petites punches. Mais moi, je vais bien écouter pour être l'arbitre. Exactement. 10 questions, les 10 valent un point, et la dernière prévaut en cas d'égalité. Vous connaissez le système. Une seule possibilité de réponse par personne. Et par question. Est-ce qu'on peut tricher? Parce que je vois déjà Anthony sur son deuxième écran. Alors là, Anthony, tu vas jouer les mains en l'air maintenant qu'on a... et Elodie sort de la pièce, s'il te plaît, merci, on voit ton ombre. Allez, première question. En cas de succès dimanche, Wout van Aert égalerait avec 4 succès en élite un certain Mathieu Van Der Poel ainsi qu'un autre coureur. Lequel? C'est vieux, c'est très vieux. Mais c'est un nom connu dans le milieu du cyclocross. Roland Liboton, premier point pour Gilou. Deuxième question. Alors les premières, on s'intéresse beaucoup à Mathieu et à Wout. Sur la deuxième, on va s'intéresser Il n'y avait pas Wikipédia à l'époque, Anthony, c'est pour ça que t'as pas eu du mal à trouver. On va s'intéresser à Mathieu Van Der Poel, quadruple champion du monde comme vous le savez. Sur quel circuit a-t-il conquis son premier titre mondial? C'était en 2015. Un circuit connu, je vais pas aller chercher extrêmement loin. C'est compliqué, c'est un circuit régulier de la Coupe du Monde. Et tu me poses la question, en Europe. Je peux avoir bon. Attends, je réfléchis. Zolder. Zolder, c'est pas bon. Non, Zolder, c'est Wout. Alexis, t'as dit quoi? On t'entend pas. Tabor. Bonne réponse pour Alexis. Bonne réponse. Voilà, les premiers points. Un partout et 0 pour Anthony Nicolas. Troisième question. Cette fois-ci, on va s'intéresser à 2018, année d'une victoire de Wout. Et cette année-là, eh bien oui, croyez-le si vous le voulez, Mathieu n'est pas dauphin. Premier Wout, Mathieu troisième, mais qui s'intercale entre les deux? 2018, qui est deuxième? Ah là, c'est compliqué. C'est un coureur qui sera aligné ce week-end. Mais on est sur le championnat du monde. Van Tourenhout, le point pour Gilou. C'est la Valkenburg, en plus j'y étais. C'est un quiz sur les mondiaux, Anthony, évidemment. Donc, j'ai un bourson de batterie. Aïe. Ah bah c'est pas grave, on t'attendra pas. On continue, c'est comme ça. Ça va prendre une seconde de changer. C'est pas grave. Gilou, on continue. Tant pis, on continue. Allez, on enchaîne. Et Anthony, toi, t'as vraiment aucune face. T'es prêt à gagner dans n'importe quelle condition. C'est bon, Gilou? Non, vas-y, enchaîne. Allez, on continue. Vas-y, je vais changer. Quatrième question. Qui est le dernier champion du monde élite sacré à Haugeride? J'ai plus de piles dans ma souris. T'as pas besoin de souris. Zdeněk Štibar. Troisième point pour Gilou qui fait le break. 3 pour Gilou, 1 pour Alexis et 0 pour Anthony. Dernière question qui concerne les élites hommes. Sur quel circuit Zdeněk Štibar a-t-il conquis son premier titre mondial? Il en a 3. Où s'est-il imposé la première fois? Saint-Vandel. Non, tu ne peux plus jouer. Au château. C'est pas bon. Alexis, c'est à toi. Alors qu'on... Alexis, si tu te trompes, tu auras le droit à un deuxième tour.
Enfin, tout le monde aura le droit à un deuxième tour. Alexis, tu nous reçois? Oui, mais alors j'ai aucune idée. Voilà, Allez, deuxième tour. Tout le monde peut reproposer. Zdenek Štibar, premier titre mondial, un circuit bien connu de la Coupe du Monde. C'est Namur. Hein. Namur. C'est pas Namur. Allez, c'est terminé. C'était Tabor également. Tabor. Alexis, t'aurais pu avoir 2 points sur la même réponse. On va passer aux femmes. Gilou éteint sa caméra pour me tricher. Hein. Non. Mais non, il a dû changer. Il a plus de batterie. Je dis ça, je dis rien. Eh ben, ne dis rien. Ce serait très bien. 6e question. Marianne Vos ne conservera pas son titre, vous le savez, mais quelle est la dernière femme à avoir réussi à conserver sa couronne en élite? Anka Kupfernagle. Salakant. Ça ne compte. 4e point pour Gilou qui se balade. Ah ouais, en effet, là, c'est. Ce sera compliqué de revenir. Hein. Il ne reste plus que 4 questions. Anthony, si tu veux gagner, il faut gagner les 4. Bon, c'est simple. Le dernier podium d'une Française en élite date de 2015. Qui était? Ce n'est pas Pauline Ferrand-Prévot. Tu ne peux plus jouer. Ah, je l'ai. Eh bah oui, mais c'est trop tard. La date, pardon? Ah, Alexis, j'ai pas entendu. La date? 2015. Allez-y, proposez. Alors qu'on a reperdu Gilou qui a éteint sa caméra. Alexis, t'as pas d'idée? Ah non, je l'ai pas en fait, moi. La bonne réponse était Caroline Mani, 2e en 2015, elle qui maintenant a migré aux États-Unis. Personne n'a la réponse. Alors que Diamat 1524 dit t'es tellement nul, Cola. Voilà, juste. Faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est qu'on est sur un quiz cyclocross, qu'on va attaquer la 8e question et qu'Anthony est toujours à 0. Moi, je m'attendais à la crème de la crème. Moi, je l'ai dit en préambule et là, c'est la donnée est simple. Il reste 3 questions, donc Anthony ne peut d'ores et déjà plus gagner. Alexis a encore une chance, mais il faut aligner les 3. Quelle est la dernière non-néerlandaise sur le podium d'un championnat du monde élite? Non-néerlandaise. On entend les mouches voler. Ouais, c'est là, tout le monde réfléchit là. Putain. La dernière non-néerlandaise sur le podium d'un championnat du monde élite femme. C'est pas. C'est extrêmement facile, messieurs. Hein. Catablancavas. Non. Catablancavas. Bah, moi je dirais Caroline Mani. Pas du tout. Alexis, c'est ta dernière chance. Ouais. Pauline Ferrand-Prévôt, c'est pas bon. C'était Sylvia Persico à Fayetteville en 2022, tout simplement. Voilà. Ah, vous êtes si nuls. On dirait Rémi Dos Santos sur la route. Gilou, tu as gagné. On va quand même faire pour l'honneur les 2 dernières questions. On a parlé du relais mixte. Qui avait remporté le test event en 2022 à Fayetteville? L'Italie. Premier point pour Bravo, Anthony. Sur l'avant-dernière, le gong, il est là. Et dernière question, seules 4 nations ont gagné le titre élite chez les femmes, puisque l'épreuve n'existe que depuis 2000. Il y a la France, la Belgique, les Pays-Bas, et quelle est la 4e? L'Allemagne, avec Anka Kupfernagle. Anthony sauve l'honneur. Oui, en fait, il aurait fallu des questions qu'à partir de maintenant, c'est ça. Je vais vous dire une chose, je suis un peu comme Wood. Il me faut un petit temps d'adaptation pour me mettre en route. Et justement, Timéo Storm, mais Anthony Colas, c'est comme Wood, c'est un diesel. Alors là, je sais pas si vous êtes entendu avant. C'est un diesel et c'est 2e. Ouais, c'est 2e, donc victoire de Gilou qui marque ses points. Je vais le noter directement, sinon je vais oublier. Il en marque qu'un seul, ils sont que 3. Donc... Ah, qu'un seul, donc Gilou a 1 point, très bien. On ne marque 2 points que quand on est 4. Ouais, très bien, donc pour l'instant, les internautes... Ouais, mais moi j'ai marqué, la dernière question, elle valait plus de points, j'en ai marqué. Oui, elle prévaut en cas d'égalité, sauf qu'il y a 4-2. Oui, voilà, donc ça sert à rien. T'as bien fait tes comptes. Allez, du coup, c'est dommage. Donc, on termine là avec ce podcast très long de cyclocross. Vous allez pouvoir écouter ça en podcast, bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas pu nous écouter ou nous regarder en live. Juste un dernier petit mot, c'est la déception dans le chat, puisque figure-toi que personne ne t'a vu avec un bonnet Cross Team Legendre aujourd'hui. Mais je les ai tous donnés, donc. Ah ouais, mais c'est une énorme déception. Non, il m'en reste un. Il m'en reste un quand même. Très bien. Bah, il faudra que tu l'amènes un de ces. Et j'en aurai bientôt un 2e puisque j'ai gagné le Paris Marianne Vos dont on avait parlé la semaine dernière. Eh bah oui, elle sera pas sur le podium et elle va pas gagner. Donc c'est le Paris, il est gagné. Très peu de chance. Merci en tout cas de nous avoir suivis, d'avoir participé pour le quiz, pour les questions sur le chat, d'avoir. Elodie, on te rend ton mari. D'avoir patienté pour l'interview que vous allez pouvoir retrouver, bien sûr, sur toutes les plateformes. Merci à tous et bonne soirée. Ciao à tous.